Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien, bienvenue sur Al Janoubia TV. Aujourd'hui nous allons parler entrepreneuriat au féminin avec la chef d'entreprise Fatim Zahra Benyamina. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté mon invitation Fatim. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité Nader. Alors ma première question c'est, qu'est-ce que vous appelez-vous l'entrepreneuriat au féminin? L'entrepreneuriat au féminin, mais c'est comme son nom l'indique, c'est entreprendre tout en étant une femme. Alors est-ce que c'est différent? C'est différent, c'est pas différent de l'entrepreneuriat d'un homme, mais c'est des choses qui, depuis 2010 environ, en France, est en train de se développer. L'entrepreneuriat au féminin, il y a tout un système, tout plein d'organismes qui se sont créés autour des femmes, mais qui décident en fait de passer de l'idée à l'acte, sachant que les femmes étaient beaucoup plus réticentes à créer des entreprises, mais depuis 2010, les chiffres ont beaucoup évolué. Pourquoi 2010? Qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Il me semble, alors moi je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que des lois sont passées pour aider justement ces femmes entrepreneurs à passer à l'acte et à créer des entreprises. Alors, peu importe la taille, le but était de faire devenir des femmes donc entrepreneurs à chefs d'entreprise. Donc c'est essayer de créer son propre empire tout en étant une femme, même si on a encore les idées arrêtées du fait que une femme, elle a aussi son foyer à gérer. Sachant qu'un homme, il n'a pas cette étiquette collée. Il fallait aider les femmes qui avaient des idées à leur dire « Oui, tu as ton foyer, tes enfants, ton mari, mais tu peux aussi entreprendre et équilibrer ta vie autour de ton entreprise. Donc, deviens chef d'entreprise. » Et ça marche? Ça fonctionne très bien, oui, puisque les chiffres ont évolué. Il me semble qu'on est passé de 18% en 2010 de femmes chefs d'entreprise à 38% en 2017. Si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est énorme, c'est un grand boom. Moi, la plupart du temps, c'est des petites entreprises, des micro-entreprises, mais avec un peu moins de salariés que quand un homme va créer une entreprise. Et puis, dans certains cas, c'est carrément la multinationale. Quand l'idée est là, quand ça fonctionne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'entrepreneuriat au féminin, aujourd'hui en France, c'est énormément développé, parce qu'on avait pas mal de retard par rapport aux pays étrangers. On s'est quand même beaucoup développé et surtout, on a aujourd'hui des organismes qui peuvent accompagner les femmes dans leurs projets et les rendre réalisables et concrets. Alors, quels sont les domaines privilégiés un peu par cet entrepreneuriat au féminin? Dans quoi elle se lance plutôt? Je pense que après, une femme reste une femme. Il y a le secteur de la cosmétique et de la beauté qui a explosé justement dans l'entrepreneuriat, l'esthétisme, etc. Justement, c'est un côté aussi plaisir, passion, puisque quand on crée une entreprise, il faut aussi que ce soit lié à sa passion, savoir aimer ce qu'on fait. Vaut mieux, oui. Exactement, vaut mieux. Après, il y a des femmes qui sont très commerçantes, très commerciales, qui vont ouvrir tout ce qui va être boutique de mode. Il y a aussi le développement de soi, le coaching, puisqu'il y a cette nouvelle vague de tendance où des femmes qui ont réussi à avoir une vie bien équilibrée proposent à d'autres de leur apprendre comment faire. Comment faire, d'accord. Exactement, donc là c'est du service à la personne. La femme aujourd'hui, elle est de plus en plus à l'aise avec ce rôle de chef d'entreprise, avec aussi le rôle de manager, pour pouvoir développer toutes sortes d'activités. Donc il n'y a pas encore, je pense, de domaine auquel les femmes n'ont pas encore touché. Je pense qu'on est capable de toucher à tout domaine. C'est en train d'avancer progressivement. D'accord. Mais vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure, Fatim. Est-ce que ces femmes-là peuvent encore vivre avec un homme? Oui, mais justement, c'est la question qui fait toujours un peu grincer des dents, parce qu'une femme, elle est tout à fait capable de gérer sa vie et d'avoir un emploi stable à côté. Dans le fait d'être chef d'entreprise, c'est aussi savoir équilibrer sa vie soi-même et choisir justement, à contrario, quand on est salarié, on a des horaires fixés. Quand on est chef d'entreprise, on a la possibilité de pouvoir avoir un équilibre qu'on a choisi, le planning qu'on se crée soi-même. Donc c'est un avantage justement. On est toujours là pour s'occuper des siens. Et puis il y a aussi d'autres possibilités pour justement gérer son foyer. Je veux dire, en 2017, il y a plein de choses. La révolution numérique a aidé à cet entrepreneuriat au féminin? Le marketing digital, ça a aidé tout le monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux,
il suffit d'un petit peu de buzz ou d'une idée qui diffère un peu pour être énormément partagée. Ouais. C'est vraiment un petit coup de chance, un petit coup de pouce qui nous permet de développer une activité qui a démarré avec 100 followers pour arriver à 10 000 followers. Il faut simplement être habile et savoir jouer avec les réseaux, puisque c'est un gain de temps énorme sur l'image qu'on veut donner à l'entreprise et sur la clientèle qu'on veut toucher. Les réseaux sociaux, c'est une aubaine pour tout le monde, je pense même pour les hommes. Ouais, bien sûr, mais disons que les hommes peut-être en profitaient déjà de l'entrepreneuriat, comme vous le disiez tout à l'heure. Les hommes, ils ont toujours des avantages un peu partout. La femme, elle est un peu discriminée. J'ai envie de donner un exemple concret. Ouais, par exemple, quand on va faire un crédit, justement, quand on fait une demande de financement, avant, tous les organismes qui aujourd'hui sont en place pour les femmes, pour l'entrepreneuriat au féminin, avant ça, quand on allait se présenter à la banque, il faut savoir que le taux de rejet pour les femmes était quand même plus important, voire doublement plus important que le taux de rejet qu'on accorde à un homme. Enfin, on accorde beaucoup plus facilement un financement à un homme qu'à une femme. Après, c'est dans les mœurs, c'est ancré dans la tête. Dans les pays occidentaux Dans les pays occidentaux et en France même. Et je veux dire, aujourd'hui, même si les organismes sont ouverts aux femmes, il faut savoir que les banques rejettent toujours un peu plus les demandes de financement à des femmes, parce qu'ils ont un peu moins confiance aux femmes. Enfin, il faut dire les choses concrètement, qu'aux hommes. Un homme, il va arriver, il va demander son financement, il a 2 fois plus de chances que la femme d'y arriver, à avoir son financement. Donc, l'homme a toujours bénéficié de cet avantage financier, et il a toujours bénéficié de l'avantage parce qu'un homme, ça apporte plus de confiance, même si on oublie toujours que derrière l'homme, il y a la femme. Évidemment. Maintenant, la femme, elle passe un petit peu devant. C'est un peu déstabilisant. Les réseaux sociaux aident justement à dépasser ça, et on voit de plus en plus de femmes qui se montrent en tant que femmes d'entreprise et mères de famille. Et ça donne envie à d'autres femmes. Sur les réseaux sociaux, ça explose, parce que les micro-entreprises sont en train d'avancer, ça devient énorme sur les micro-entreprises. Ouais. Ça peut être la femme qui décide de développer via Internet sa collection prête-à-porter. De vêtements. C'est ça, qu'elle a été achetée quelque part, qu'elle revend elle se fait un petit bénéfice, mais ça lui permet d'avoir une activité en plus, être à la maison que d'être à la maison avec ses enfants toute la journée. D'accord. C'est des petits plus. Oui, c'est plus enrichissant, bien sûr. Exactement. Mais la femme, elle s'accomplit beaucoup plus, et puis c'est un épanouissement personnel. Quand on devient chef d'entreprise, on a cette espèce d'aura qu'on dégage qui fait que on est beaucoup plus en confiance avec soi-même, et puis le monde autour sent qu'on est épanoui. Donc il n'y a qu'un pas entre l'idée et l'action. Il faut juste pas hésiter à y aller. Mais alors, est-ce que comment on regarde alors comment se juxtapose un petit peu la nouvelle relation homme-femme dans tout cela? Est-ce que les hommes qui sont entrepreneurs voient d'un mauvais œil cette nouvelle encore émancipation, cette nouvelle peut-être concurrence aussi, parce que voilà, c'est quelqu'un d'autre qui va chercher l'argent auquel moi j'aurais pu prétendre. Est-ce que ça existe? Est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous le ressentez? C'est comme un racisme en fait. C'est comme quand le français, le bon français va dire les Arabes ils viennent voler notre travail. C'est un peu la même chose entre les hommes et les femmes. C'est un bon parallèle, parce que les hommes se sentent toujours un peu menacés par cette femme indépendante, pour ceux qui ne l'acceptent pas. Une femme chef d'entreprise, elle représente une femme indépendante. Et une femme indépendante est une femme très habile. On sait que les hommes sont un peu plus dans le dur, c'est un peu plus des requins. La femme, au lieu de développer ses muscles, pendant tous ces millénaires, elle a développé un peu son cerveau, si je peux me permettre. Et ce qui lui permet aujourd'hui d'être beaucoup plus habile et agile dans les affaires. Donc effectivement, sur un appel d'offres, elle a peut-être plus de chances qu'un homme de récupérer un contrat sur le même secteur d'activité, parce qu'elle est plus maligne. Là, ça devient dangereux. Dans les affaires, là, ça devient dangereux. Ça devient problématique si je suis un homme et un homme d'affaires, et que une jeune femme plutôt jolie, plutôt habile vient juste derrière moi et problème. Ça peut arriver, mais justement, tant que les choses ne sont pas équilibrées, la femme, elle doit jouer de tout ce dont elle peut jouer. Pour avoir ces contrats, arriver à ses fins. Alors attention, faut de la mesure dans ce que je dis. C'est que je pense qu'une femme est beaucoup plus délicate dans les affaires, un peu moins rentre dedans. Elle a cette capacité à négocier un peu plus en douceur qu'un homme.
c'est cette nouvelle concurrence qui fait un petit peu peur aux hommes. Parce qu'on prend le temps, on est Mais beaucoup vous, plus concrètement, donc, en tant que chef d'entreprise, oui. vous vivez cela? Bien sûr, je le vis. Bien sûr, des appels d'offres. Moi qui suis dans l'événementiel pour les entreprises, voilà. Je fais face à des grosses structures, des grosses agences qui sont 15-20 fois plus grandes que la mienne, gérées par des hommes qui... L'avantage, c'est qu'ils ne me voient pas arriver. Moi, j'arrive, j'ai une petite équipe. Donc, on ne nous voit pas arriver avec des gros sabots comme eux. Donc, on arrive, on propose des choses, on y travaille énormément. Chaque projet, chaque appel d'offres sur lequel on a envie de répondre, et travailler avec minutie pour justement pouvoir faire face à des grosses structures. Et faire face à des hommes un peu voraces. Donc il faut arriver avec un sujet qui est maîtrisé. C'est tout un travail, c'est énormément de travail. Mais quand on arrive à récupérer des contrats qu'on n'avait pas auparavant, qui étaient réservés justement à des grosses structures avec des machines qui tournent très bien, c'est juste vraiment, vraiment jouissif de pouvoir réussir à les tacler et à pouvoir nous prendre la place et justement se développer pour devenir une grosse agence, une grosse structure. Donc face à ces hommes-là, moi j'ai aucun souci et je suis très fair-play. Ça m'arrive de perdre aussi. Il faut rester fair-play, toujours avec le sourire et rester en bonne intelligence. C'est important. Donc vous fabriquez de l'événementiel, c'est ça? C'est ça. Expliquez-nous un petit peu. Qu'est-ce que c'est que fabriquer de l'événementiel? L'événementiel, c'est... Ça pourrait donner des idées en Tunisie. Avec plaisir. Je pense que c'est déjà aussi bien développé en Tunisie ou dans les pays du Maghreb. Ouais. Dans les pays du Maghreb, c'est déjà bien développé, mais c'est vrai que l'événementiel, quand on entend souvent l'événementiel pour les mariages, on entend l'événementiel pour les fêtes de famille, pour les événements importants, familiaux. En général, l'événementiel, c'est ça. Sauf qu'il n'y a pas que ça dans l'événementiel. Mais c'est vrai que pour les familles, par exemple, ce que vous dites, là, mariage ou autre fête de famille, c'était jusque-là, pour la plupart en tout cas, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou même ailleurs, organisé par la famille elle-même. Ça n'est que très récemment, et chez des familles qui choisissent de dégager un budget pour cela, qu'on a commencé à faire appel à des structures plus ou moins grandes. Oui, des wedding planners, des organisateurs d'événements. C'est parce que aujourd'hui, on veut de plus en plus de belles choses à partir du moment où, surtout dans la communauté maghrébine, on sait très bien que si la dernière tendance c'était ça parce qu'on l'a vu à tel événement de telle famille, on a envie nous aussi d'avoir ça. Comment elle l'a eu? C'est des professionnels aujourd'hui qui ont la capacité de poser à moindre coût un événement exceptionnel et magnifique pour une personne. Ça évite à la famille justement d'avoir à tout gérer, d'être complètement dépassé par les événements. Ça libère énormément. Participer à la fête, ils profitent exactement. Ils profitent de leur moment. Ils n'ont pas tout le stress avant, puisque en fait la gestion elle est faite par des professionnels de l'événement. Faut savoir qu'un professionnel de l'événement, il faut qu'il sache jongler avec toutes les structures, toute la demande qui est faite par la famille. À la base, on veut, quand on veut se marier, on veut quelque chose de magnifique. On a ses couleurs, on a son code couleur, on a envie de manger à telle heure, on a envie d'avoir ça dans l'assiette, on a envie qu'il y ait telle musique, etc. Donc on sait à peu près ce qu'on veut quand on va se marier. Mais le mettre en place et le rendre réalisable comme on le souhaite, c'est plus un professionnel qui va réussir cette prouesse. Et surtout, on n'a plus le stress. La mariée, elle arrive, elle n'est pas cernée, quoi. Elle a juste à se maquiller, à se faire belle, c'est fini. Et c'est Vous organisez ce type d'événement? C'est arrivé que j'organise des mariages ou des défilés de mode, puis c'est assez ressemblant. Mais ce n'est pas ma partie principale, puisque la partie principale sur laquelle je travaille, ce sont des événements privés pour les entreprises. C'est-à-dire des séminaires, ça peut être des séminaires d'entreprise, ça peut être des fêtes pour les salariés et leurs familles. Des fêtes de Noël, ça peut être Halloween récemment. Il y a énormément d'événements d'entreprise pour faire plaisir aux salariés, ou alors en comité plus restreint, des séminaires de direction où il faut leur trouver un bel endroit où ils peuvent parler de l'avenir de l'entreprise dans les meilleures conditions. Ça peut être aussi sur plusieurs jours, donc c'est tout un accompagnement dans le besoin. Un chef d'entreprise va me dire j'ai besoin d'un endroit parce que il va falloir qu'on licencie une centaine de salariés, j'ai besoin de discuter avec toute la direction dans les meilleures conditions qui soient pour faire les choses à tête reposée et non pas dans le stress de l'entreprise. Je répète, je suis un chef d'entreprise.
je sais que je vais devoir licencier Oui. 100 personnes, Oui. je vais vous contacter pour que vous me trouviez un endroit Oui. afin de réunir l'équipe de direction, C'est ça. de façon à réfléchir à comment annoncer la mauvaise nouvelle. À comment annoncer la mauvaise nouvelle, à comment ne pas prendre les mauvaises décisions. En fait, le fait de sortir de son cocon Yes. d'entreprise, Ouais. ça permet de voir les choses différemment, plus posément, et peut-être de réfléchir à d'autres Mais stratégies. moi, je sais pas, je les emmènerais à la forêt, par exemple. Dans la forêt, Ouais, dans la forêt. ça peut se Dans faire. un milieu mais naturel. ça peut se faire, mais en Au bord d'un général, les lac. comités de direction, Ils n'aiment pas ça? ils sont un peu plus grands hôtels, avec la piscine chauffée. D'accord. Et justement, ça leur permet de se détendre, et de faire les meilleurs choix. Et je pense que ça les aide énormément dans les prises de décision à risque. D'accord. Donc là, c'est vraiment l'exemple un peu côté noir, mais il y a aussi côté positif, où Bien sûr. justement, pour récompenser les salariés, on les emmène en week-end dans un grand hôtel parisien avec tout le confort, tout le luxe qu'on apprécie. Mais alors, est-ce que justement, pour rester sur l'entrepreneuriat au féminin, est-ce que quand cela est organisé par des hommes ou par des femmes, il y a une différence? Il y a quelque chose qui... Après, En quoi, vendez-nous un petit peu l'entrepreneuriat. Alors- En quoi est-ce que passer par Ouais. une femme répondrait davantage Ouais. aux besoins? Je pense qu'il y a des hommes autant capables que des femmes. Mais après, la touche féminine dans ce type d'activité, d'événementiel, Ouais. c'est justement ce côté un peu délicat, un peu élégant. Il y a des hommes délicats et il y a des hommes élégants. Mais c'est vrai que la femme, elle a ce petit côté... La minutie, ce la que vous disiez tout à l'heure. minutie, voilà, la Le rigueur. souci du... Exactement. La plupart des postes à responsabilité dans les entreprises sont beaucoup gérés par des femmes parce que les postes de Le fameux DAF, secrétaire de direction. c'est quoi. ça, la DAF aussi, tout l'aspect financier. La femme, elle est quand même un peu plus loyale. Après, les tendances, elles s'inversent. C'est difficile de mettre les gens dans des cases comme ça, mais je pense que la femme, elle a ce côté un peu plus délicat. On est un peu plus aussi loyal, on n'aime pas trop les coups fourrés. Je ne vais pas dire que les hommes aiment ça, mais on a beaucoup plus confiance en la femme en affaires qu'un homme. Ouais, D'accord, je pense. d'accord. Il y a un adage qui dit que la femme ne trahit que pour des raisons sentimentales. Pour des raisons sentimentales, elle trahit. Mais c'est réel en plus. Mais c'est grave, ça veut dire que c'est aussi grave en fait que... C'est aussi grave, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'une femme, dès qu'elle a une mission, elle va tout faire pour l'accomplir et bien parce que la femme, dans le fond, on a besoin de cette reconnaissance. On a besoin qu'on dise... Non mais Bravo, pour merci. une femme, elle a... Voilà. Sans toi, j'y arriverai pas. Mais quoi. c'est quand même une reconnaissance. Et du coup, de génération en génération, la reconnaissance de ma maman, c'était le fait que son foyer soit toujours très bien tenu, que les vêtements de mon père soient toujours bons, soient bien pliés, qu'à l'extérieur, ils reflètent l'image justement de cette femme qui l'entretient bien, qui s'occupe bien de lui. Mais elle avait cette reconnaissance dans le regard des gens. La femme entrepreneur, elle a besoin aussi de cette reconnaissance où on va dire mais bravo, t'es une femme, t'as fait ça. C'est carré. Exactement, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais, je te remercie, je te recommande, et ainsi de suite. Donc, dans le fond, c'est ce besoin de reconnaissance parce qu'on ne se sent pas encore légitime dans ce qu'on fait. On a besoin d'aller chercher la reconnaissance. Je pense que pas mal d'hommes n'ont pas besoin de cette reconnaissance dans le monde des affaires. D'accord. Puisqu'ils sont déjà légitimes dès la naissance. C'est un mec. Il a déjà tout son avenir tracé, entre guillemets. La femme, elle a tout à prouver dans le monde des affaires, parce qu'on ne l'attend pas en chef d'entreprise, la femme, en général. Donc on a encore beaucoup de choses à faire, c'est pour ça qu'on va y mettre beaucoup plus de cœur. Est-ce que si on maghrébinise un petit peu la question, est-ce qu'il y a une particularité? Est-ce que par exemple les hommes maghrébins sont moins encore ouverts à des profils féminins entrepreneurs? Je pense... Ou c'est pareil? Alors, côté Maghreb, les hommes maghrébins, pour ceux qui sont nés ici, ils sont un peu plus ouverts. C'est vrai? Je pense qu'ils sont un peu plus ouverts. Donc il y aurait une différence entre là-bas et ici? Oui. Ah ouais? Oui. Comment Moi, je suis d'origine algérienne. J'aime ma patrie. Voilà, je suis comme n'importe quelle Algérienne ici. Bon, j'ai pas apporté mon drapeau, mais on va éviter. Mais je suis très fière de mes origines. Mais il y a une chose qui me dérange quand même par rapport à cette mentalité algérienne, c'est que
C'est beaucoup dans l'image, on parle de parité, mais malheureusement, dans les faits, on n'avancera jamais au même niveau, ce sera toujours différent. Mais vous savez que les Françaises s'en plaignent aussi. Bien sûr, les Françaises s'en plaignent, mais ça reste un peu plus subtil. Avancé. En fait, déjà l'entrepreneuriat au féminin, c'est quelque chose de concret en France. L'entrepreneuriat au féminin en Algérie, c'est pas vraiment concret. Ça reste encore quelque chose de... C'est quelque chose sur lequel ils tâtonnent encore. Et puis, ils n'ont pas trop envie de se prendre la tête dessus, j'ai l'impression. En France, c'est quelque chose qui est un peu plus concret. On a beaucoup plus de femmes ministres qui, justement, on a Najat Vallaud-Belkacemi, qui, justement, avait mis en place des lois, c'était, je pense, aux alentours de 2012, pour développer des organismes qui nous permettent d'avancer dans le concret. Non. En Algérie, ce n'est pas encore ça. Les hommes maghrébins acceptent les entrepreneurs femmes, mais n'ont pas forcément envie de composer tout le temps avec ces entrepreneurs femmes. Donc c'est particulier. Il faut juste s'armer de patience quand on est face à ce type de personnage. Mais pour ma part, que ce soit un Français pur souche ou un Maghrébin, j'aborderai toujours les choses de la même façon. Et puis je me battrai jusqu'au bout pour arriver à mes fins, peu importe qui je vais avoir en face de moi. Parce que pour moi, l'homme reste un homme, peu importe son origine. Mais alors, quel conseil, par exemple, donneriez-vous voilà, à ces femmes, parce que je suis sûr qu'il y en a effectivement, hein, qui se trouvent du talent, qui se disent ça pourrait marcher, ça pourrait intéresser d'autres personnes, et qui ne savent pas comment mettre tout cela en place de manière justement concrète. L'idée est là, mais passer à l'action, c'est parfois ce qu'il y a de plus difficile pour elles. C'est clairement ça. C'est exactement dans ce que vous avez dit. Il y a l'idée et il y a le passage à l'acte. Je pense que dès le départ, il faut faire un travail sur soi. Le travail sur soi, c'est se déculpabiliser de plein de choses. Il faut enlever le côté. Le poids de la culpabilité. La culpabilité de la maison, elle est énorme. Ce qu'on reçoit, nous, par exemple, au cabinet, c'est des gens qui viennent avec des valises de culpabilité. Ça, c'est terrible, ça. Alors, la culpabilité chez la femme, c'est à partir du moment où on fait quelque chose qui diffère de l'entendement qu'on nous ressasse depuis qu'on est petit. Par exemple, faire garder ses enfants. Faire garder ses enfants, c'est tout un truc. C'est se dire, je vais confier mes enfants à quelqu'un qui n'est pas moi, qui n'est pas le papa. Tout simplement. Ça, c'est de la culpabilité, c'est de la peur. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne devrais pas rester plutôt m'occuper d'eux au lieu de m'occuper de moi? Parce que finalement... Mais on peut trouver un juste équilibre. Le juste équilibre, c'est ça, c'est s'enlever la culpabilité. On ne peut pas non plus conseiller aux dames de ne plus voir leurs enfants. Non, on est bien d'accord. Mais la culpabilité, même si ne serait-ce que pour 1 heure, moi je suis une femme et je suis maman, je sais vraiment de quoi je parle. Bien sûr, Cette culpabilité, même 1 heure, elle est là. C'est une culpabilité qui pèse parce qu'on se dit, normalement, je devrais m'occuper de mon enfant. C'est à l'intérieur de soi qu'on se dit ça. À partir du moment où on arrive à se débarrasser de cette culpabilité, parce que à partir du moment où on travaille et on s'épanouit, on le fait aussi pour ses enfants. Bien sûr. On le fait aussi pour son foyer. Parce qu'une femme épanouie à la maison, je pense que tous les hommes en rêvent. Beaucoup plus, évidemment. Tous les hommes en rêvent. La femme indépendante fait un peu peur, mais les enfants, ça leur donne un superbe exemple. Il ne faut pas rester couché devant les feux de l'amour comme le faisaient nos mamans et faire le ménage. Non, il faut se lever. Il faut aller travailler, il faut ramener de l'argent au foyer. C'est très important, c'est très valorisant devant ses enfants ou devant même son homme d'apporter ce côté indépendant au foyer. Donc, s'enlever la culpabilité. Donc, premièrement, voilà, un travail sur la culpabilité. C'est ça, un travail sur soi. Avoir confiance en son projet et le travailler de manière bétonnée. Avoir confiance en soi, c'est encore autre chose. Quand on travaille sur sa culpabilité, on prend confiance en soi. Parce qu'on sait pourquoi on fait les choses. Donc on reprend confiance en soi. Et ce côté, avoir confiance en son projet, se passionner par quelque chose, c'est là où on arrive à accomplir énormément. Donc je pense que à partir du moment où on a fait ce travail personnel et qu'on a confiance en son projet, on peut tout faire, à part croire en ses rêves et les réaliser. C'est 2 choses différentes, parce que entre le rêve et la réalité, il y a toujours un pas. Bien sûr. Mais il faut se fixer des objectifs et se dire, je ne sais pas, ça peut être un objectif de temps ou un objectif pécunier, ça peut être aussi de l'argent. Je suis au début de l'année 2018, il faut que fin 2018, mon entreprise m'ait ramené tant, ou alors que je puisse créer mon entreprise à telle date, il faut que tout soit prêt.
se fixer des plannings bien concrets et qu'on respecte. Quand on a rempli tous ces critères-là, on peut vraiment réussir, peu importe le domaine qu'on a choisi. À partir du moment où on y croit, à partir du moment où le projet est réalisable et que ce n'est pas quelque chose de loufoque, on peut y arriver. Donc il faut vraiment, il n'y a qu'un pas. L'idée, le passage à l'acte, il n'y a vraiment qu'un pas. Il faut juste bien travailler son projet et ne jamais oublier de, je pense, bien écrire son projet, faire un business plan, faire un bilan prévisionnel. C'est très important, accompagné par des professionnels pour la gestion des statuts d'une entreprise. D'accord. Donc, ça, c'est important. Il faut s'entourer. Ça, c'est important, de se faire accompagner par des professionnels pour Bien gérer sûr. le statut, etc. Bien sûr. Les statuts, ça nous protège déjà. Ouais. Les statuts, Donc, le statut juridique, c'est ça. Le statut juridique qu'on va choisir, c'est que quand on s'engage dans une entreprise, on s'engage en personne morale ou non. Donc, il faut faire attention. Surtout si on demande du financement à côté. Il faut faire attention au statut juridique qu'on va choisir. Et qui de mieux placé qu'un avocat? Je ne suis pas avocat, je ne vais sûrement pas aller écrire mes statuts moi-même. Non, il faut s'entourer de professionnels Mais ça, donc, pour ça se demande protéger. de l'argent. Donc Bien ça demande sûr. un investissement de départ. Ça demande un investissement de départ. Yeah. Il faut se dire qu'on ne peut pas se lancer dans la gratuité. Ça peut être un projet où on n'a pas forcément besoin de se verrouiller en statut, mais là je parle vraiment de projets dans le concret où on a besoin de financement, d'une boutique, parce que la plupart des gens rêvent d'ouvrir leur structure, leur petite boutique, etc. Si on n'est pas là-dedans, on peut se créer des statuts simples pour les micro-entreprises, auto-entrepreneurs. C'est entreprises individuelles maintenant, il me semble. Mais on peut aussi créer des SARL, des SAS, des SASU. Et ça, c'est important, il faut le faire. C'est important de bien se renseigner. Si on n'a pas les moyens de faire appel à un avocat, aujourd'hui, grâce à Google, on arrive à trouver énormément d'informations. Donc il faut savoir se poser, se concentrer sur ce type de documents pour bien choisir son statut juridique. Se protéger, c'est très important. Ensuite, on a le côté business plan. Le business plan, c'est faire une étude de marché. C'est très très important. On ne peut pas se lancer sans faire d'étude de marché. C'est aller foncer la tête la première dans n'importe quoi. L'étude de marché, c'est vraiment travailler le sujet qu'on veut développer dans tel endroit, dans telle ville, ou alors au national, ou alors sur les réseaux sociaux. Mais il faut déjà se renseigner sur comment serait accueilli. Faire des veilles concurrentielles, exactement. Voir ce que la concurrence fait. C'est un travail important au préalable. Et puis il y a le bilan prévisionnel, savoir combien on vise. Il faut se fixer des objectifs financiers. Quand on a fixé ces objectifs financiers, on trouve des solutions pour les mettre en place. Ma dernière question, Fatim. Quelle pourrait être la place de l'homme qui vit avec ce type de femme? Oui. C'est ma question. C'est la question. La place de l'homme. En quoi peut-il être? En quoi peut-il aider? Alors, en fait, je pense que. et s'y retrouver. La seule chose que j'ai envie de répondre par rapport à ça, c'est la place de l'homme, c'est encourager sa femme. Encourager-la, pousser-la pour qu'elle soit au meilleur, pour qu'elle se sente épanouie. À partir du moment où une femme elle est encouragée par son homme au foyer, il faut savoir que c'est une femme qui peut déplacer des montagnes parce qu'elle va être heureuse et complètement déculpabilisée. Par contre, si on a l'inverse, on a quelqu'un qui nous tire en arrière, c'est très compliqué de se développer soi-même et de s'épanouir. Donc, un homme qui accompagne et qui est compréhensif, c'est l'idéal. Merci. Merci beaucoup Fatim Zola. Merci Nadia. Au plaisir pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur Al Janoubia. Au revoir.